La dernière phase du retrait de la MINUSMA est enclenchée. La mission onusienne a organisé une cérémonie symbolique ce lundi matin. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés ce 10 décembre à Abuja au Nigeria à l'effet d'examiner la situation dans la sous-région. Quel bilan tirer des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au Mali? La lutte a-t-elle porté fruit? Élément de réponse dans le dossier de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la fin de sa présence conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSMA a organisé une cérémonie de clôture ce lundi 11 décembre au sein de sa base à Sénou. Assetoumani Koulibaly y était pour TM1. Des drapeaux qui ne flotteront plus l'un à côté de l'autre. La MINUSMA quitte le Mali, mais les Nations Unies y restent avec des programmes et fonds qui étaient déployés au Mali bien avant la venue de la mission, a assuré le chef de la MINUSMA, El Gassimouane, au cours de cette cérémonie symbolique. Bilan des phases de rétrocession, présentation du livre des 10 ans de présence de la mission au Mali, hommage aux casques bleus tombés, ont été les points marquants de la cérémonie. Depuis le début du processus de son retrait, sur demande des autorités maliennes, 10 bases sur 13 ont déjà été libérées. Dans un peu plus de 2 semaines, la MINUSMA fermera définitivement ses portes. Entamée peu après l'adoption de la résolution 2690, qui a fait suite à la demande formulée par les autorités maliennes pour le retrait de la mission. Ce processus a vu la clôture, depuis début août, de 10 bases sur les 13 dont nous disposions dans le centre et le nord du Mali, ainsi qu'à Bamako. Dans les jours à venir, nous leur rétrocéderons certaines parties des emprises restantes de la MINUSMA qui seront alors converties en sites de liquidation à partir du 1er janvier 2024. Les 3 bases restantes, selon M. El Gassimouane, serviront de site pour la liquidation des matériels qui devraient être entamés le 1er janvier 2024. M. Atoul Kari, secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel de la MINUSMA, souligne que la mission s'efforcera de respecter le délai imparti pour la liquidation. Alors que nous prévoyons habituellement une période d'environnement 18 mois pour liquider une mission de maintien de la paix, nous allons nous efforcer de raccourcir les délais pour la liquidation de la MINUSMA car nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et le Mali. Tous les personnels civils et en uniforme de la mission non concernés par la phase de liquidation auront quitté le Mali d'ici au 31 décembre 2023 au plus tard, donc dans le respect du délai prescrit par le Conseil de sécurité. Plus des 2 tiers de nos effectifs sont déjà retournés dans leurs pays respectifs. Le processus de liquidation implique que les équipements présents au Mali qui n'ont pas pu être rapatriés soient retournés au pays qui les avait déployés. Aussi, pendant cette phase, les questions administratives et financières n'ayant pas été réglées le seront dans un court délai. Nous partons du Mali avec le Mali à nous, souligne le chef de la MINUSMA. Et pour clôturer la cérémonie, un dépôt de gerbes a été effectué en l'honneur des casques bleus. Pour rappel, d'ici à fin décembre 2023, les personnels restants de la MINUSMA quitteront le Mali, concluant ainsi le retrait de la mission tel que mandaté par le Conseil de sécurité après la demande faite à cet effet par les autorités maliennes. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu ce dimanche 10 décembre. Les transitions politiques en cours au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger étaient à l'ordre du jour. Paul Yapinguesson. Sévèrement critiquée sur sa gestion du cas Niger, la CEDEAO a finalement abandonné l'option militaire pour ne privilégier que la voie diplomatique en vue d'une sortie de crise au Niger. Mieux, les dirigeants ouest-africains ont même ouvert la voie à un allègement des sanctions contre le Niger. Ainsi, ils ont prêté une oreille attentive aux cris du cœur d'ONG qui, pour des raisons humanitaires, les invita à reconsidérer leur position afin de permettre aux Nigériens qui souffrent le martyre d'avoir accès à des vivres et à des produits médicaux. Pour autant,
Les chefs d'État de la sous-région ne donnent pas un blanc-seing aux militaires nigériens qu'ils enjoignent de libérer sans délai l'ex-président Mohamed Bazoum, retenu captif dans sa résidence avec son épouse et son fils. Préalable qu'elle pose à la levée totale des sanctions. Abdrahman Chani et ses frères d'armes l'entendront-ils de cette oreille? S'il est pour l'instant difficile de répondre à cette interrogation, force est de reconnaître que les nouveaux maîtres de Niamey tentent de renouer le fil de dialogue qu'ils avaient rompu avec la CEDEAO en vue de desserrer le taux qui se resserre autour d'eux. Aidés en cela par le président togolais Faure Gnassingbé qui joue les facilitateurs. Preuve d'un rapprochement entre Niamey et Lomé. Faure Gnassingbé a reçu, et ce, à la veille du sommet de la CEDEAO, Abdrahman Chani pour une visite d'amitié et de travail. Ce sommet de la CEDEAO a été aussi l'occasion saisie par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, président de l'autorité de la CEDEAO des chefs d'État et de gouvernement, à exhorter les dirigeants et chefs du gouvernement ouest-africain à donner la priorité à la bonne gouvernance au service du peuple, car elle constitue un catalyseur pour la transformation socio-économique et le développement. Il a insisté sur le fait que l'objectif de la CEDEAO d'atteindre une région entièrement intégrée ne peut se réaliser sans paix, sécurité et stabilité, déclarant « C'est pourquoi la région dès 2001 a reconnu la démocratie comme la seule forme de gouvernance capable de favoriser le développement, l'inclusion et le bien-être social de nos populations. » Par ailleurs, s'il est vrai que la situation au Niger a été le sujet principal du dernier sommet d'Abuja, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont aussi penchés sur la transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Elles se disent prêtes à renouer le dialogue avec ces pays sur la base de plans de transition réalistes et courts. Sur le report de la présidentielle au Mali annoncé le 25 septembre dernier, la CEDEAO ne s'est pas officiellement exprimée dessus. Dans son communiqué final, l'organisation déplore, je cite, « les décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition, mais sans citer explicitement le Mali. Depuis février 2023 et l'interdiction de voyage qu'elle a imposée aux membres du gouvernement et aux hauts fonctionnaires du Mali, mais aussi de la Guinée et du Burkina Faso, le dialogue a été totalement rompu entre le Mali et la CEDEAO. À l'issue du sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont acté la levée de l'interdiction de voyage. Depuis le début de la crise sécuritaire qui sévit au centre du Mali, le pont de Parou, qui se trouve sur l'axe Badiangara-Bankas, a été dynamité à plusieurs reprises par des hommes armés non identifiés. Ce week-end, le pont a été de nouveau détruit. Paul Yapinguesson. L'insécurité fait encore parler d'elle au centre du Mali, notamment au pays d'Ogon. Les groupes terroristes, en plus des attaques récurrentes des bus, des foraines, des cars, des motocyclistes sur la route Badiangara-Bankas, font des sabotages de ponts, un de leurs modus operandi, ce qui entrave la libre circulation des personnes et de leurs biens. Regarde, le côté du Burkina est fermé. Maintenant, si du côté de Banyangara est fermé aussi, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est compliqué. Ouais, mais ça va aller, Inch'Allah. On va laisser aux grandes autorités de gérer la situation. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Après leur forfait, les auteurs se sont évanouis dans la nature. Avec la destruction de cet ouvrage, les localités de Koro, Bankas et Bandiagara sont coupées du reste du pays. Selon un élu local, ce sabotage du pont est un moyen pour les terroristes de réduire la mobilité des forces de défense et de sécurité sur ce tas. Des mesures urgentes sont en train d'être prises afin de rétablir la circulation. Oui, on a pris des dispositions et maintenant on est en train de tout faire pour que les gens puissent circuler. Pour le moment, c'est la route serpentée là qui marche beaucoup. Donc beaucoup de gens viennent par là. Maintenant, le reste là, on est en train de voir avec les grandes autorités pour trouver des solutions adéquates pour que la population puisse être soulagée. Il faut rappeler qu'en 2022, ce même pont a été complètement détruit par des hommes armés non identifiés. Il a été réhabilité par les autorités. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie sur ce tas à cause de l'insécurité grandissante. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, la campagne mondiale de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre vient rappeler l'urgence de lutter partout dans le monde contre les injustices que subissent les femmes et les filles. Au Mali, plusieurs activités ont été menées dans ce sens. Mais à l'issue de ces 2 semaines, qu'est-ce qui a été réellement changé? Élément de réponse avec Soumaïla Fani. De la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes célébrée le 25 novembre à la journée des droits humains le 10 décembre, les organisations de la société civile, les militantes des droits de l'homme et les pouvoirs politiques consacrent 16 jours à une réflexion collective dans le but de la lutte contre les violences faites aux femmes. On a assisté à plusieurs activités concernant les chaises d'activisme. Et nous pensons qu'avec tout ce que nous venons de faire,
que certaines personnes vont changer de comportement par rapport aux femmes, au niveau politique, au niveau gouvernemental et à tous les niveaux. Parce que nous savons que toutes les actions qu'on mène au niveau national, communal, si les femmes ne participent pas, je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie. C'est pourquoi on s'est engagé pendant ces 15 jours d'affilée. Tous les jours, on faisait des activités pour rappeler aux gens que la violence n'est pas la solution de toutes choses. Selon elle, ces activités de sensibilisation et d'échange ont permis d'apporter une certaine amélioration, notamment en ce qui concerne les dénonciations. Quand il y a beaucoup de dénonciations, nous pensons que c'est un atout parce que les femmes ont le courage de venir dénoncer. Sinon, elles prennent leur mal en patience. Donc le fait de dénoncer, c'est une avancée. Mais concernant les violences au niveau conjugal, on ne peut pas dire que ça a totalement changé, mais quand même, on a eu certains engagements de certains hommes qui nous rassurent. Parce qu'en 15 jours, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment on ne peut pas constater le changement immédiatement. Mais à travers nos échanges et nos causeries, nous avons constaté quand même que les hommes se sont engagés à prendre quand même, à être plus conséquents par rapport à leurs femmes. Aujourd'hui, une femme sur 3 dans le monde, selon l'ONU, subit des violences physiques ou sexuelles et elles sont les premières victimes des conséquences du changement climatique et des guerres. La 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques est dans sa dernière ligne droite. Demain, ce sont des annonces fortes qui sont attendues par les nations en vue de pallier au réchauffement climatique. Aminata Keïta. La 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques prendra fin demain mardi 12 décembre. Dans l'ensemble, les parties ont jusqu'à demain pour approuver un texte crucial sur l'avenir du climat. Celui-ci devrait comprendre le premier bilan mondial de l'accord de Paris qui mesurera les efforts accomplis et établira une feuille de route pour la suite. Les discussions porteront notamment sur le financement des pertes et dommages subis par les communautés vulnérables, sur celui des actions d'atténuation à mener et sur les moyens d'accélérer une transition juste. Malgré les exhortations à viser les plus hautes ambitions, la recherche d'un compromis se heurte à 2 principaux écueils, le refus des pays pétroliers d'accepter une sortie des énergies fossiles et l'insuffisance des aides à l'adaptation. Le chef de l'ONU, qui a appelé chacun à faire preuve de bonne foi et maximum de flexibilité pour éviter une immense déception demain, a déclaré que les pays riches doivent ainsi donner l'exemple et aider les plus pauvres à financer leurs centrales solaires ou l'électrification de leurs usines. Now is the time for maximum ambition and maximum flexibility. Ministers and negotiators must move beyond arbitrary red lines, entrenched positions and blocking tactics. It's time to seek compromise for solutions without compromising on the science or compromising on the need for the highest ambition. But it is essential that the global stocktake recognizes the need to phase out all fossil fuels on a time frame consistent with the 1.5 degree limit and to accelerate a just, equitable and orderly energy transition for all. L'un des sujets cruciaux reste aussi la transition énergétique. Madeleine Diouf Sarr, présidente sortante du groupe des pays les moins avancés, LDC, a selon l'AFP insisté sur le fait que les pays les moins avancés ne pouvaient pas sortir de Dubaï sans avoir une claire visibilité sur comment ils allaient être accompagnés sur la transition énergétique. Présent à la COP, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, a plaidé pour une justice climatique pour les pays du Sahel courant le haut segment ministériel tenu samedi 9 décembre. Le Mali fait partie des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique selon l'index Notre-Dame Global Adaptation Initiative. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en Afrique de l'Ouest, il est prévu une augmentation de la température moyenne de 3,3 degrés Celsius d'ici 2100. Elle pourrait atteindre 4,7 degrés Celsius dans la moitié nord du Mali. À noter que la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte depuis le jeudi 30 novembre à Dubaï, sous la présidence du sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis, mais également PDG du groupe pétrolier ADNOC.
L'hôtel Maeva Palace a abrité le samedi 9 décembre 2023 la cérémonie de sortie de promotion des écoles politiques et démocratiques de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Plus de 90 jeunes ont participé à cette formation. Djeneba Samaki et Aseta Maïga. Cette formation, qui a encadré 3 mois durant 92 participants, issus des partis politiques et de la société civile dans différents modules, vise à doter les jeunes Maliens des valeurs, des connaissances et des compétences qui leur sont nécessaires pour entamer ou poursuivre une carrière dans la société civile ou dans la sphère politique. Elle est le fruit d'une collaboration entre l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, l'Union européenne, les partis politiques et les acteurs du jeu démocratique du Mali. Au cours de ces 3 mois, Monsieur le ministre, ces jeunes ont été très assidus, ponctuels, très curieux, intéressés, dévoués, mais surtout très engagés. Engagés parce qu'ils ont compris que cette opportunité que beaucoup leur envient est une chance inestimable pour apporter leur contribution à la refondation, à la construction et au futur de notre pays. Nous sommes fiers de constater que les 95 jeunes formés dans ces écoles portent désormais des bases solides pour façonner une démocratie plus robuste au Mali. Ces jeunes accueillis et accompagnés disposent désormais des bases nécessaires pour entamer ou poursuivre une carrière politique ou au sein de la société civile. Le programme des écoles politiques et démocratiques a été une aubaine pour le renforcement de nos capacités intellectuelles sur la démocratie, la bonne gouvernance, le civisme et la culture politique. Je trouve l'initiative merveilleuse, je salue l'idée. Parce qu'en réalité, ces écoles politiques et démocratiques sont là pour forger, nous, la jeunesse malienne, afin de pouvoir faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Le sentiment que j'ai actuellement, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance envers cet institut qui nous a donné les bases et les outils nécessaires pour apporter un changement dans notre communauté et surtout un impact durable dans le sens du bien-être des habitants de notre communauté. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des attestations aux différents participants de la promotion 2023 de Sira Diop, Issa Ndiaye et de Soyata Maïga des écoles politiques et démocratiques de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Jusqu'à demain mardi, les électeurs égyptiens sont appelés aux urnes. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, est le grand favori de ce scrutin qui a débuté hier dimanche. Face à lui, 3 candidats inconnus du grand public. Aïssata Maïga. L'élection présidentielle en Égypte semble être sans grand suspense, puisque selon les médias locaux, le président Abdel Fattah al-Sisi fait face à 3 candidats peu connus du grand public après que le principal opposant du président al-Sisi a retiré sa candidature le 12 octobre dernier. 2 figures de l'opposition ont un temps essayé de se présenter mais ont rapidement été écartées. Aujourd'hui, l'un d'eux est en prison et l'autre en attente de son procès. Dans 27 gouvernorats égyptiens, le vote a commencé dans 11 631 bureaux de vote répartis dans 9 376 centres électoraux, selon l'agence de presse officielle égyptienne ASA. Cependant, selon la même source, les élections se déroulent sous contrôle judiciaire total, assuré par 15 000 juges avec environ 67 millions d'électeurs ayant le droit de voter et cela se poursuit sur 3 jours. À titre de rappel, l'ex-maréchal Abdel Fattah al-Sisi avait remporté l'élection présidentielle de 2014 et 2018 avec plus de 96% des suffrages. À la faveur d'une révision constitutionnelle portant la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans, il pourrait, en cas de victoire, conserver le pouvoir jusqu'en 2030. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. À demain. Bonsoir.